Il a contribué à l'unification des groupes indépendantistes durant les années 60. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, M. Morin. M. Bédard, vous êtes né avant les générations des bébés boomers. Dans quelle génération vous vous situez? Disons, sans y mettre là, peut-être un nom en particulier ou un qualificatif en particulier, je dirais que je fais partie de la génération là, de ces familles nombreuses où les plus âgés avaient à faire des efforts, je dirais même des sacrifices pour que les plus jeunes puissent accéder aux études supérieures. Moi, étant le plus jeune d'une famille quand même assez nombreuse, c'est la réalité que j'ai vécue. Mon père était agriculteur, c'est la réalité que j'ai vécue et je pense que c'est la réalité vécue à ce moment-là là, par de nombreuses familles québécoises. Oui. Et la politique, je ne sais pas si ça vous intéressait déjà à cette époque-là, mais aviez-vous, jeune, une définition de la politique et avez-vous toujours gardé la même en cours de carrière et même aujourd'hui? Ça sera à vous de juger, mais je pense que la définition là, de la politique ne devrait jamais changer. Essentiellement, c'est servir une population, avoir des convictions, et puis qu'il s'agisse d'un comté, d'une ville, en fait, du Québec, d'un pays ou d'une région. Il faut avoir le goût d'imaginer l'avenir de cette région, de ce comté, de ce pays. Et fondamentalement, je pense que c'est encore, je dirais, la volonté de vouloir rendre une population là, heureuse, en essayant de bien identifier ses attentes, ses besoins, et puis d'essayer d'y répondre là, de la manière la plus réaliste possible. Je crois que c'est une définition qui ne devrait pas changer, ou encore qui s'applique bien, en fait, à ceux et celles qui veulent faire de la politique. Et à vous en particulier? Donc, j'ai essayé. J'ai essayé, effectivement, de faire mon possible pour répondre à cette définition. M. Bédard, les militants, M. Lévesque, il faut bien le dire, les gens que vous avez côtoyés ont toujours reconnu votre désir d'être près des gens. Qu'est-ce qui a contribué à développer cette empathie-là chez vous? Bien, je dirais essentiellement des expériences de vie, le vécu dans une famille nombreuse d'agriculteurs. Également, j'ai uni ma destinée à une jeune femme, Nicole, là, qui est encore jeune d'ailleurs, et qui était la fille d'un travailleur d'usine, 12 enfants. Pas besoin de vous dire que les discussions là, étaient où les familles, un temps où les familles se visitaient beaucoup, la parenté se visitait beaucoup. Et puis, j'ai eu une expérience aussi particulière avec les travailleurs de la forêt. À la fin de mes études, comme on n'avait pas les moyens là, de prendre l'université tout de suite sur le plan financier, alors je suis allé passer 1 an dans les chantiers coopératifs. Oui. 1 an complet dans le bois, ou même les fêtes. Et là, j'ai eu vraiment là, un contact très intime là, avec ces travailleurs de la forêt. Je peux vous dire que j'étais de celui, comme commis, qui donnait la gasoline nécessaire là, pour ceux qui partaient avec la scie mécanique, pendant que les pères partaient avec leur chiotte. C'était la révolution, je dirais, mécanique à ce moment-là. Et de voir les fils partir avec le père là, pour aller bûcher, sachant jusqu'à quel point c'était difficile, là, ce travail-là. C'est à partir de ça, là, tu
tu acquiers, je dirais, là, un respect puis une longueur d'onde avec ces travailleurs de la forêt, de l'agriculture et de l'usine. C'est pas mal de monde au Québec, ça, quand même, là. Oui. Et qui fait que tu restes, tu trouves le moyen d'être heureux avec eux. En ce qui concerne votre option souverainiste, là, vous avez commencé à militer lorsque vous étiez étudiant. Comment ça s'est développé, ça s'est forgé vos convictions politiques? Ben, j'imagine comme un peu comme tout le monde, là, progressivement. Je ne commencerai pas au primaire, mais au primaire, j'avais une enseignante, Gracia Gravel, qui, d'une façon particulière, m'a frappé. Je suis même allé la revoir après ma vie politique et après avoir été ministre, là, parce que c'était une de celles là, qui nous montrait là, l'importance là, du français, l'importance de l'histoire, l'importance de se souvenir de Québec. Tu sais, c'était assez spécial qu'elle m'a frappé. Mais disons qu'au niveau c'est surtout au séminaire, lors de mes études classiques, là, vous vous doutez sans doute que j'ai lu et relu, en fait, tout ce qui s'est écrit sur la conquête, sur les patriotes de 37-38, l'aide d'Union, Confédération, tout ça. Et naturellement, la dernière lettre relue, la dernière lettre de Lorimier, là, avant qu'il ne soit pendu. Mais disons que plus précisément, là, c'est à la lecture d'auteurs là, tels que le père Richard Arès, Esdras Mainville, il y avait François Béranger, Victor Barbeau, enfin, tous des gens qui, et de plusieurs autres, là, qui écrivaient dans l'Action nationale, là, que je lisais régulièrement. Là. Et pour certains, c'était très clair, c'était que le Québec devait assumer son destin et l'ensemble de ses pouvoirs. Et il y avait le père Richard Arès, lui, d'une façon particulière. Là. Et ça me frappait on peut dire que c'est des gens de passé pour certains, mais c'est loin d'être dépassé parce que quand on les relit, là, puis j'invite à relire ces auteurs-là, ils ont quand même presque imaginé là, assez correctement la société, ce que serait le Québec selon qu'il prend des décisions. Ils étaient très visionnaires. Quand le père Arès, là, simplement sur le plan de l'assimilation, là, fait l'ensemble du portrait de la progression de l'assimilation là, chez les minorités, entre autres ontariennes. On aurait dit qu'il avait deviné d'avance ce qui arriverait. Là. Quand il fait l'évaluation pour les 50 ans à venir de ce que serait le poids du Québec et de plus en plus la nécessité là, d'assurer son avenir, c'est plus qu'intéressant à relire. D'autant plus que moi, par après, je suis allé là, à l'Université d'Ottawa et j'ai eu l'occasion de fréquenter là, des associations des minoritaires d'Ontario et de voir leur situation, naturellement. Et puis, j'étais un de ceux qui demeurent. Pour ceux qui ne sont pas allés, là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, Ottawa, là, pour les francophones, c'était la Côte de Sable, la rue King-Edwards, et puis c'était vraiment une place pour devenir souverainiste, autrement dit. Mais ça coïncidait un peu avec le début de la Révolution tranquille au Québec. Est-ce que vous avez été attiré par ce courant-là? Ah, définitivement. Hein, Maître chez nous, c'est un slogan qu'on aurait pu prendre, mais également Monsieur le Sage, et dont je n'ai jamais entendu dire quelque chose de négatif sur lui par M. Lévesque. L'avenue aussi de M. Lévesque en politique, tout le monde avait un peu connu avec Point-de-Mire, etc. Ensuite, les dossiers dans lesquels qu'ils ont réalisés, en fait, que ce soit la nationalisation de l'électricité, la caisse de dépôt, c'était tous des éléments importants pour la construction du Québec. Mais ce n'était quand même pas la souveraineté et la prise en main là, les chicanes avec Ottawa étaient assez régulières et constantes. Donc, on s'apercevait, c'était clair là, que ce n'était pas la souveraineté. Alors,
En même temps, par exemple, mais ça n'empêche pas, non, disons, ça nous permettait même de rêver. Si un homme comme l'évêque devenait souverainiste, quel chef il pourrait nous faire. Mais même, dans cette période-là, il y a eu aussi un nommé Marcel Chaput, qui a affirmé, en fait, c'est un chimiste qui est un chimiste, chercheur à Ottawa, qui avait, dans la fonction publique, au ministère de la Défense fédérale, qui avait osé, disons, là, entre guillemets, affirmer ses convictions nationalistes, même il a écrit un volume dans ce sens-là, et avait été, pas besoin de vous dire, là, pas seulement rabouré, mais vraiment magané. Là. Et moi, avec certains de mes amis, on l'avait déjà invité à donner une conférence à Chicoutimi. Et Gérard Clairvaux, Arthur Simard, en fait, ils se vendaient des tableaux, on ramassait de l'argent qu'on allait lui porter, en fait, à Montréal, mais il reste quand même que... Je pense qu'il exprime vraiment, moi, une conviction que j'ai que l'avenir du Québec, c'est pas d'être une minorité à jamais, là, c'est de devenir, parce qu'on est capable de devenir un pays, un peuple qui rayonne dans le monde pour son aspect progressif, puis son aspect conciliant, les valeurs qu'il a apportées. Et en fait, ça résume un peu l'essentiel, là, et bien d'autres lectures qui m'ont amené, là, carrément à militer à partir de cela, à militer uniquement pour la souveraineté, tout en étant respectueux de ceux qui faisaient avancer les choses dans le Québec. Ça vous a amené à contribuer à l'unification des groupes indépendantistes dans les années 60. Sur le plan national, il y avait le comité d'unification, avait été créé, le comité d'unification des forces souverainistes, alors où se trouvaient deux représentants de chacun de M. Bourgault et André d'Allemagne pour le RIN, M. Lévesque et Jean-Roch Boivin et M. Grégoire, et qui m'avait effectivement là, invité à me joindre, tout en connaissant là, mes idées de vouloir aller avec le MSA, là, avec fusionner les forces. Monsieur Grégoire et vous étiez dans le RN. Bien, à un moment donné, il y a des élections en 1966 où on a eu l'occasion, il y avait des candidats là, uniques pour RN, sauf à Jonquière. Et bon, à ce moment-là, on se connaissait. Et là, il m'a invité à aller à ce comité où, effectivement, là, les discussions là, étaient plutôt délicates, mais à la fin, comme vous le savez, là, ça s'est terminé que le MSA, M. Lévesque et le RN là, se sont entendus pour la fondation d'un parti qui était... Et ça a été plus difficile avec le RIN là, parce qu'il y avait des difficultés d'entente là, sur la place des droits des anglophones là, sur le plan de l'éducation, sauf que une fois les réunions terminées, très rapidement, M. Bourgault a demandé à ses troupes de rejoindre, en fait, le groupe formé là, par RN et MSA et de se joindre à tous les autres pour en arriver à l'unification des forces souverainistes à la fondation du Parti québécois. Et ça, ça s'est fait en 1968. Vous étiez au Congrès. Ça, c'était l'aboutissement de cette démarche. J'étais au Congrès. J'ai été élu à l'exécutif national. C'est peut-être un des jours les plus heureux de ma vie comme militant de la souveraineté. Honnêtement, là... pour quelle raison? C'est un jour d'unité. Une journée où tout le monde était heureux, solidaire, où il y avait c'était un jour d'unité, puis un jour de solidarité, où on sentait, là, où je sentais que
les efforts étaient mis en commun pour faire avancer une idée qui était celle de la souveraineté du Québec. Et définitivement, pas seulement à cause de l'ambiance heureuse, mais surtout par sa signification sur le plan de la solidarité, de l'unité, ça restera toujours un des jours les plus heureux que j'ai vécu comme militant souverainiste. C'est pour ça que je suis toujours triste quand je sens qu'il ne faut pas que l'histoire se répète. Vous savez, pour moi, le Parti québécois, là, c'est un laboratoire d'idées. C'est un mouvement. C'est un laboratoire d'idées où on doit trouver le moyen que les idées de droite, de gauche, les extrêmes n'ayant jamais leur place, là, mais ce que j'appelle de droite, de gauche ou de centre, puissent discuter et doivent discuter pour en arriver à un compromis qui permet après l'unification des efforts pour aller vers le but le plus important, qui est de faire du Québec un pays souverain. À l'exécutif national, la tâche était énorme. C'est un nouveau parti, le Parti québécois, 68. Vous avez siégé de 68 à 74. Ouais. Le travail était sur tous les plans. Vous avez dû vous démener pas mal pour abattre toute cette besogne-là. Ah oui, bien, beaucoup de voyages à Montréal, ça, presque toutes les fins de semaine, c'est pas compliqué. Parce qu'il y a deux périodes, là, comme vous me l'expliquez, de 68 à 74, il y a la période là, de 68 à 70 où il y a eu où s'est située la première élection. Oui. Alors ça, la fondation était toute récente, l'exécutif national devenait presque en même temps l'organisation, devait penser programme, organisation, candidature, mise en place des exécutifs, enfin, tout ce que suppose de travail la mise en place ou la fondation d'un parti, puis la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner efficacement, d'autant plus que M. Bourassa avait l'habitude de faire de faire des élections des fois plus rapides que les termes normaux, là. Alors, déjà, les rumeurs d'élection étaient là. Alors, ça, c'était le travail jusqu'à 68. De 68, après l'élection de 70, de 70 à 73, là, disons que il y a eu plus de travail, là, surtout concernant la préparation de la prochaine élection, mais sur le plan du programme. L'organisation, sans doute, mais au niveau de l'exécutif national, là, et c'était de nombreuses réunions où nous avons préparé, où se préparait le manifeste quand nous serons vraiment chez nous, qui devait être présenté, en fait, au Congrès au Congrès national de 74, et qui, en fait, était vraiment là, un effort. Moi, c'est une période très heureuse que j'ai vécue, dans le sens que pour moi, la politique, c'est un peu dessiner l'avenir. Bien là, puis l'imaginer. Et là, j'avais la chance, disons, parce que ayant moins d'expérience, mais de voir M. Lévesque, M. Parizeau, Morin, André Larocque, en fait, des gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui travaillant ensemble à essayer de dessiner ce que serait là, un Québec souverain. Personnellement, moi, avec beaucoup de cœur, et je pense que ceux qui étaient des régions là, à l'intérieur de l'exécutif national avaient un rôle important à jouer, c'était de rappeler à tous ces gens qui, pour la plupart, sont dans des grandes villes que je viens de vous nommer, Oui. L'importance des régions et l'importance d'avoir, en fait, une politique très précise pour les régions. Et quand nous serons vraiment chez nous, là, il faudrait que le parti revienne souvent, ou peu importe, là, mais parce que c'est vraiment la base d'une première vision quand même assez détaillée de ce que serait le Québec du point de vue culturel, économique, et aussi
où se retrouve la dimension là, du développement régional, des entreprises, et également des attitudes à avoir, de la position très précise par rapport aux syndicats, aux différentes classes sociales. C'était vraiment, là, pour moi, c'était ce qu'on peut appeler la politique avec un grand P, là, qui ne te fait pas regretter d'avoir fait des voyages à Montréal, là, mais au contraire, on venait emballer de ces discussions-là. Pas besoin de vous dire que tout le monde n'était pas toujours d'accord sur tous les points, mais au bout de la ligne, il est sorti un manifeste, quand nous serons vraiment chez nous, qui est toujours disponible. Aux élections de 70, la première fois que le Parti québécois a présenté des candidats, vous-même, vous faisiez vos débuts à Chicoutimi comme candidat. Quel genre de campagne ça a été pour vous? Disons que on appréhendait de grandes possibilités de perdre, mais on avait le goût de lutter. Alors, c'était enthousiaste, un militantisme vraiment formidable. Par la force des choses, l'organisation devait se rôder tranquillement. Et c'était une lutte à trois aussi, avec Jean-Noël Tremblay, Adrien Plourde. Et ce n'est que nous avons perdu seulement par 1000 ou 1200 voix, je crois. Ce qui veut dire que les gens avaient travaillé très fort et personnellement, ben, j'avais fait mon possible aussi, mais tout en étant assez réaliste là, sur l'expectative des résultats. Peu après les élections, là, cette fois-là, en 70, le Parti québécois fait élire ses premiers députés, 7 députés. Quelques mois après, le Québec vit une crise qu'on a qualifiée de crise d'octobre, l'enlèvement de M. Cross et Laporte. Comment vous avez vécu cet épisode-là, vous personnellement, et comme Parti québécois aussi? Une période extrêmement difficile, dont on est sorti victorieux là, sur le plan démocratique, je vous dirais comment, là, avec les élections partielles de M. Marois, où s'était présenté M. Marois, où nous avions quand même récolté 32 % du vote, malgré cette période où toutes les peurs étaient faites. Et surtout, nous avons vécu une période difficile en raison de la démagogie là, qui a été faite durant ce temps-là, de tous les efforts qui ont été faits par des adversaires de la souveraineté pour essayer d'assimiler le PQ puis le FLQ comme étant la même chose, alors qu'on savait très bien que le PQ était un parti démocratique. Et c'est une période aussi où on a réalisé, durant et après, l'importance de M. Lévesque et de ses convictions là, sur le plan démocratique. Parce que M. Lévesque n'était pas caché, là. On avait on avait de nombreuses réunions. Et M. Lévesque était constamment présent publiquement pour dénoncer la violence. Et je me rappelle aussi, même M. Ryan s'y était joint contre des conférences de presse. Et même une assemblée à Chicoutimi de M. Ryan là, dans cette période-là, surtout un peu plus tard, là, parce que plus tard, vous avez eu ensuite la période où le gouvernement fédéral, où on a déclaré la loi des mesures de guerre. Ou la loi des mesures de guerre, là, et l'arrestation de centaines de gens, je dirais, la commission de centaines et de centaines d'injustices par rapport à des gens qui n'avaient pas du tout affaire à être arrêtés, qui l'étaient sur des soupçons, pour des raisons qui n'avaient qui ne justifiaient en aucune façon
en fait, leur arrestation. Vous parlez de M. Lévesque qui a dénoncé justement. Je pense qu'il faut se rappeler que les injustices commises là, facilement décelables là, par n'importe qui durant cette période-là, sur le plan des droits individuels, sur le plan démocratique, et durant ce temps-là, un silence surprenant de la part là, des grands penseurs du Canada anglais, des défenseurs des droits et libertés. Heureusement qu'il y a eu un homme comme René Lévesque qui a été sans doute appuyé là, au Québec par plusieurs autres, là, mais qui n'a pas eu peur de dénoncer cette situation qui plus tard s'est avérée des injustices certaines, puisque presque aucune accusation n'a été portée. Et il y a eu l'enquête Keb, il y a eu des choses. En fait, il y a bien des choses qui ont montré par après jusqu'à quel point on avait surfait cette période-là. On avait posé des gestes inacceptables, surtout avec des fois arrière-pensée de tuer le Parti québécois, de tuer l'idée de la souveraineté. Et heureusement, les militants, sous la gouverne de M. Lévesque, se sont tenus debout, ont relevé la tête. Nous avons passé à travers l'orange. On continue la semaine prochaine, M. Bédard. Un plaisir.